Notre deuxième sujet, c'est notre deuxième escale. On va essayer de s'arrêter au Kenya, un autre pays assez intéressant dans la dynamique africaine, un autre pays qui a quand même pas mal voilà, de leçons à nous apprendre, qui a fait quelques pas dans ce secteur dont nous allons parler. Et eh bien, les amis, ce secteur-là, c'est la tech. C'est la tech, notamment, on va parler de modération de contenu. Alors, nous connaissons tous les réseaux sociaux, mais je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savez que le Kenya est une plateforme très prisée, est un environnement très prisé par les grands de la tech pour y mettre leur centre de modération de contenu. On va en parler, on va un peu essayer de décrire de quoi il s'agit exactement. Dites-nous aussi ce que vous en savez et essayons de partager nos expériences. Mais avant tout, je vous fais une petite fiche d'identité. Comme à notre habitude ici, le Kenya, c'est ce pays d'Afrique de l'Est que vous pouvez voir là sur votre écran, qui a une côte assez longue sur l'océan Indien, notamment le port de Mombasa, qui est un des ports les plus grands ports d'Afrique et tout. Donc, qui est vraiment là, qui partage ses frontières avec la Tanzanie, l'Ouganda, l'Éthiopie et la Somalie. Donc, un pays qui a fait beaucoup de progrès dans plusieurs matières, notamment de développement. Le Kenya, pour vous donner une petite idée, c'est pas un petit pays, les amis, 55 millions d'habitants. Donc, c'est un pays qui, par la taille, est équivalent à l'Afrique du Sud, par la taille de sa population. 55 millions d'habitants, donc c'est un grand pays très dynamique. Et en plus, vous savez, avec la diversité ethnique, vous avez les Kikuyu, les Luhya, les Kalenjin, les Luo, les Kamba, et même les Somaliens, avec parfois quelques frictions. Vous rappelez-vous, notamment auprès d'élections passées, bon, ça s'est pas toujours très très bien fini au Kenya. D'ailleurs, si vous connaissez des Kenyans, en général, c'est des gens qui sont un peu, voilà, ils ont vraiment une opinion très claire de ce qu'ils veulent dans la vie et parfois peuvent être même un peu agressifs. Hein, voilà, c'est comme ça, c'est un peuple qui s'exprime, mais c'est un peuple qui s'affirme aussi, qui s'affirme notamment dans les technologies de l'information. C'est un peuple qui s'est construit une base, notamment une base tech, notamment un capital humain très intéressant. Donc, vous pouvez voir le nombre de startups qui partent du Kenya, que ce soit dans la fintech, que ce soit dans les domaines vraiment reliés à la tech. Le Kenya est parmi les meilleurs élèves en Afrique. Donc, voilà, on peut questionner, si vous êtes Congolais comme moi, leur rôle dans certains aspects qui concernent notre pays, mais ça ne nous empêche pas de regarder ce qu'ils font de bien et de se dire, il y a quand même des peuples africains, noirs, qui ont été colonisés aussi comme nous et qui sont quand même repartis sur le bon pied dans certains aspects. Et par exemple, quand vous regardez aujourd'hui, parce qu'on est pour rester dans le thème un peu du PIB et tout ça, le PIB du Kenya aujourd'hui, c'est quoi? C'est 2500, aux alentours de 2500 par habitant. Encore une fois, pour vous mettre les choses dans en perspective, la RDC, c'est 600 dollars par habitant. La Zambie, on en a parlé tout à l'heure, c'est un peu en dessous de 1500 par habitant. Donc, ils sont déjà dans la tranche basse des revenus moyens. Le Kenya est en train d'attaquer la tranche haute. Donc, le Kenya n'est pas très loin de devenir un pays émergent, selon la définition que nous avons parcourue tout à l'heure. Donc, un pays, pour résumer, qui a beaucoup d'atouts et surtout qui se défend bien. Et un de ses atouts, c'est le capital humain. Un de ses atouts, c'est le capital humain et l'investissement dans l'éducation et l'investissement dans la tech. Alors, cet investissement dans la tech, les amis, a fait qu'au Kenya, il y ait une éclosion de compétences numériques, start-up et tout. Donc, quand vous voulez commencer une start-up, quand vous êtes un grand groupe numérique et vous voulez vous installer quelque part en Afrique, le Kenya fait partie de vos destinations de choix. Parce que là-bas, on y trouve une jeunesse très dynamique et une jeunesse très éduquée sur les matières tech. Voyez-vous, c'est pour ça que quand vous avez un pays, si votre pays ne développe pas, ne démocratise pas suffisamment la tech, notamment parmi les plus jeunes, vous vous mettez un désavantage. Parce que, vous savez, les grands de la tech, notamment, ils ont compris qu'il y a des destinations où le coût de vie est mécaniquement moins cher que chez eux et ils exploitent ces opportunités-là. Maintenant, les pays qui les reçoivent, eux aussi, rien ne les empêche d'avoir une stratégie pour accueillir cette demande-là. Regardez ce que l'Inde a fait.
Pourquoi l'Inde aujourd'hui est devenue la plaque tournante de tout ce qui est call center, de tout ce qui est support? Vous pensez que quand vous appelez votre compagnie de téléphone, vous pensez que quand vous voulez changer votre billet, vous êtes à Londres, vous êtes à Toronto ou vous êtes à Paris, bon, plus de pays anglophones quand même, hein, soyons sérieux, ou à Londres, et vous appelez, ben faites attention, vous verrez, des fois même juste dans l'accent de la voix, vous verrez que non, non là, je suis en train d'être servi par un Kenyan. Ah, pardon, par allez, on parle de quel pays là, rappelez-moi, par un Indien, parce que ça peut s'entendre même dans l'accent. L'Inde n'est pas le seul pays, les Philippines ont fait ça, l'Indonésie, voilà, il y a des pays comme ça, même l'île Maurice, il y a des pays, le Maroc, il y a des pays qui se démarquent dans l'outsourcing. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'outsourcing, donc c'est un domaine que je maîtrise fort bien et c'est un domaine surtout qui me passionne beaucoup. Je suis même allé à Bangalore pour un stage lorsque je commençais ma thèse en IT outsourcing. Et donc, j'ai vu des quartiers, j'ai vu des villages entiers, des tech cities où il n'y a que des entreprises australiennes, des entreprises américaines, des entreprises de tous les pays, on va dire pays développés, qui mettent leur service center, qui mettent leur call center en Inde. C'est impressionnant. Mais c'est pourquoi? C'est parce que le pays a saisi ces opportunités-là et il s'est dit non, on aimerait développer, oui, eux, ils veulent venir ici, entre guillemets, pour exploiter main-d'œuvre accessible, etc., population en général assez éduquée. Eh ben, nous aussi, ayons une stratégie pour qu'ils viennent et que nous, qu'on se retrouve derrière, que ça crée des multiples emplois, etc., et que ça fasse avancer notre pays. Le Kenya a fait un tel mouvement lorsqu'il s'agit de modération de contenu. Alors, la modération de contenu, les amis, en 2 mots, vous savez, c'est tout un métier qui n'existait pas encore il y a quelques années. Souvent, on passe du temps sur Facebook, Twitter, WhatsApp, allez, toutes les plateformes, YouTube. On ne se rend pas compte. On a comme l'impression que non, c'est-à-dire que tout est déjà automatisé, c'est la machine, l'intelligence artificielle. Parfois, une vidéo est bloquée. Vous vous dites, ces gens, ils sont trop malins. Non, il y a l'intelligence, il y a les algorithmes, il y a, si vous voulez, l'intelligence artificielle, l'intelligence numérique, mais un détail tout bête qu'il faut toujours vous remettre à l'esprit, c'est qu'il reste encore de très fortes armées de modérateurs humains. Quelqu'un comme toi et moi, assis derrière un écran, dont le travail, c'est de regarder tout le contenu, visionner toutes les vidéos et donc de signaler du contenu. Et alors, c'est souvent, on a des tranches de plusieurs langues, ils ont vraiment toutes les langues possibles là-bas. C'est pour signaler du contenu abusif. Alors, il s'est fait que dans le développement de cette industrie, il y a eu beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup d'abus, comme dans le développement de toute autre industrie. Les abus, c'est quoi? C'est que c'est les conditions de travail. Les conditions de travail de ces fameux modérateurs se dégradaient. Elles étaient, non seulement elles les exploitaient, mais elles étaient absolument, en tout cas de ce qui est rapporté, elles sont exécrables. D'ailleurs, peut-être que vous écoutez et que vous avez travaillé en tant que modérateur de contenu. Partagez-nous votre expérience. Mais je vous peins le tableau très vite. Vous avez le monsieur ou la dame obligé de se tenir devant son écran et de visionner du contenu pour décider si oui ou non ce contenu doit être publié. Et parfois, c'est des images très violentes, extrêmement violentes. On ne se rend pas compte de la pression, des abus moraux, psychologiques que tout ça crée chez ces personnes. Imagine-toi un peu, tu es là toute la journée à regarder quelqu'un en train de décapiter l'autre, des bagarres, des insultes, parce que si tu regardes, c'est que tu comprends forcément la langue et tout ça. Eh bien, avec le temps, ça pèse sur toi. Ça pèse sur toi. Ça vous rappelle un peu, qu'est-ce que ça vous rappelle, les amis? Moi, ça me rappelle, par exemple, l'industrie du call center. Vous savez, il y a 20 ans, quand les call centers ont fait leur grande apparition, notamment sur le continent africain, c'était quand même c'était une grosse bouffée d'oxygène parce que ça a créé des emplois quand les telcos ont commencé à venir en masse en Afrique au début des années 2000, quand les banques ont commencé à venir, quand les assureurs ont commencé à venir, les call centers étaient parmi
allez, vous avez tout le monde. Il suffisait juste d'avoir une bonne maîtrise de la langue, on te prenait. Vous avez des gens, comme dans beaucoup de pays africains, vous avez des gens qui étaient des licenciés, qui avaient bac plus 5, mais qui étaient au chômage, qui avaient une très bonne qualification, qu'on prenait dans les call centers. En Occident, ils ont dépassé ce virage-là depuis longtemps, les amis. Tu ne vas pas voir une personne qui a étudié en Occident et qui est bac plus 5 travailler dans un call center. Vous ne voyez pas ça. Regardez dans les call centers. Regardez dans les call centers au Canada, aux États-Unis et dans certaines parties de l'Europe, en général, quand les locaux travaillent dans les call centers, c'est des enfants. C'est des enfants de 18 ans qui viennent de terminer le high school, il est en break avant d'aller à l'université, ou alors des étudiants de premier cycle qui sont en vacances et qui vont prendre ça comme un travail. Voilà, c'est un peu juste pour gagner de l'argent de poche. C'est pas pour en faire carrière comme beaucoup d'entre nous, par manque de choix, faute de choix, on fait. Moi, j'ai vu dans nos pays africains, voilà, quelqu'un qui te fait 20 ans dans un call center, il a commencé, déjà, il a chômé quelques années avant que les telcos ne viennent, les banques ne viennent, il trouve un boulot, c'est déjà, ça le sort déjà de la pauvreté dans laquelle il baignait. On te paye, je sais pas moi, si tu es dans n'importe quel pays africain aujourd'hui, tu as un salaire de 500, 600, 800, 1000 dollars assuré, plus les avantages. Bon, tu te dis, écoute, faute de mieux, moi, je reste là. Et donc, tu as commencé un boulot en call center à 25 ans, et tu travailles dedans après 25 ans, 45 ans, presque 50 ans, tu es dans cet environnement-là. C'est pas un métier qui est censé être une carrière, les amis. Je sais que beaucoup d'entre vous en ont une expérience, mais si vous en avez, partagez-nous un peu. C'est très, très, très exigeant. C'est très éreintant. C'est très fatigant pour les nerfs. C'est-à-dire être là à recevoir des insultes du matin au soir, parce que c'est des gens selon la ligne sur laquelle tu travailles. Parfois, c'est du support un peu light. Mais en général, les gars, quand ils t'appellent, ils sont déjà furax. Donc, quand tu essaies de lui demander, est-ce que je peux confirmer votre identité, mais déjà, boum, insulte. Mais c'est quoi ça comme histoire? Mais je t'appelle, tu peux pas voir mon numéro. Est-ce que tu sais pas où j'habite? Moi, je suis abonné chez vous depuis 5 mois, depuis 5 ans, et vous me demandez encore mon adresse. Alors que la pauvre demoiselle, c'est juste son travail. Il faut qu'elle fasse un contrôle de sécurité pour s'assurer que c'est pas ton voisin qui appelle à ta place ou c'est pas quelqu'un d'autre qui n'aurait pas droit à tes informations privées. Mais en général, la psychologie de quelqu'un qui appelle un call center, la plupart du temps, il est déjà fâché. Donc, quand tu commences à lui poser beaucoup de questions sur vraiment pour l'authentifier, tu l'énerves. Voyez-vous. Donc, c'est dans ce cadre-là que, et d'ailleurs, je vous reviendrai un jour, on fera un numéro sur les call centers. J'ai beaucoup travaillé dans cet environnement-là. J'ai participé à la conception des systèmes et on a déployé beaucoup de systèmes d'automatisation, notamment des call centers, des systèmes de technologie numérique, des PABX, des IVR. J'ai beaucoup travaillé là-dedans et donc, je me suis beaucoup rapproché le long de ma carrière de ces environnements-là. Je pense qu'il y en a suffisamment pour écrire un livre sur la réalité et ce que la technologie aussi a amené dans ce domaine-là. Donc, avec ce background-là, vous avez des gens qui viennent, en Afrique, on vient déjà de ce background-là. Des call centers qui, pour la plupart, sont vraiment abusif pour les nerfs parce que voilà, on y reste plus longtemps que l'on devrait. Ça devrait être des métiers de vacances, des métiers de pendant que tu es étudiant, au bout de 6 mois tu te barres, au bout de 2 ans tu te barres, sauf si tu commences à monter. Voilà, tu deviens superviseur, manager, directeur, pourquoi pas. Moi, j'ai commencé ma carrière avec des gens qui aujourd'hui, dans des grandes entreprises africaines, ont de très hautes responsabilités dans le call center. Donc là, tu rentres dans la stratégie, dans le management, etc. Mais pour prendre juste les appels, là, les amis, du matin au soir, quand tu as quelqu'un qui fait 20 ans dans ce métier-là, avant de le juger, il faut juste avoir un peu d'empathie parce que c'est probablement que le pauvre, il n'a pas eu, ou la pauvre n'a pas eu d'autre choix. Parce que c'est le genre de boulot, tu ne peux pas faire 20 ans dans un call center, même pas 10, même pas 5, même pas 2, si vous voulez mon avis. Quand vous regardez, vous analysez le contenu des appels, personne, surtout à un certain âge, n'est calibré, n'est mentalement équipé pour supporter de tels abus au quotidien. Mais que voulez-vous? Alors maintenant, ça c'est juste l'aspect auditif, juste tu entends. Là maintenant, avec les modérateurs de contenu, c'est tu entends parce que c'est du contenu parfois vocal, mais aussi tu vois parce qu'il y a l'aspect vidéo qui intervient. Voyez-vous? Donc, vous avez des gens qui sont là pour
analyser le contenu, voir s'il n'y a pas de choses voilà, abusives dedans. Et donc, voilà, tu assistes au jour le jour comme ça, tu assistes à longueur de journée à ces abus. Et ça fait que les gens sont fatigués, surtout quand c'est pour un salaire de misère. Les gens, ils en ont marre. Au Kenya, il y a eu beaucoup d'incidents. Vous aviez peut-être suivi dans les mois qui sont passés, avec notamment la société Samasos, qui est en fait un sous-traitant de Meta, donc un sous-traitant de Facebook, qui a eu beaucoup de démêlés avec la justice et les employés et tout le reste. D'ailleurs, c'est une société qui avait beaucoup de potentiel. Je crois qu'elle a fermé au Kenya il y a quelques mois, mais ça reste une société globale. J'ai même connu sa fondatrice, une jeune américaine d'origine indienne qui malheureusement était morte d'une maladie assez rare très tôt, très tôt. Allez voir, je lis son nom au moment où j'en parle. J'ai pas prévu d'en parler, mais j'avais suivi son histoire, très émouvante. Elle est morte à un âge très précoce, 37, 38 ans, je pense. En tout cas, elle n'avait pas 40 ans et elle a commencé, elle a commencé dans le consulting. Elle a fondé cette solution pour faire justement la modération et le training sur l'intelligence artificielle. Parce que, vous savez, l'intelligence artificielle se nourrit de tellement de données, tout ce qui est machine learning et tout ça. Bref, pour dire, ça ma sauce, mais c'est pas le seul. Ils ont eu d'énormes démêlés et aujourd'hui, là, ils laissent le système, le secteur tellement dévasté au Kenya qu'on en est à créer le premier syndicat africain de modérateurs de contenu. C'est-à-dire, vous trouvez que cette industrie-là a besoin aussi de se défendre maintenant parce qu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas protégées et en plus, c'est des longues heures, c'est des petites pauses. Donc, bref, ça vous dévaste le moral. Vous n'avez pas idée. Je pense il faudrait qu'un jour quelqu'un, les scientifiques, les psychiatres et autres, qu'on nous sorte un peu des études sur le suivi psychologique de tous ces gens qui ont travaillé en tant qu'agents réception des appels dans le call center sur plusieurs années. Et je ne le dis pas pour être moqueur, les amis. Moi, j'ai côtoyé ce secteur-là. C'est dur. C'est dur. Mais je pense qu'on n'a pas commencé à mesurer l'impact sur la psychologie des gens de toutes ces carrières forcées. Je dis forcées, personne ne leur a mis une arme à la tempe pour qu'ils aillent s'asseoir et prendre les appels, mais forcées parce qu'il y a très peu d'alternatives dans la société. Voyez-vous? Dans beaucoup de nos pays. Alors, pour ces industries-là, pour ces opérateurs-là, c'est très dur. Et quand vous ajoutez la régulation ou la modération des contenus, c'est encore plus dur. Dites-moi ce qui se passe dans votre pays, dites-moi ce qui se passe dans votre environnement. Peut-être que vous êtes un expert du secteur, peut-être que vous y êtes passé, peut-être que vous avez travaillé dedans. Partagez-nous vos expériences. On reviendra dans d'autres numéros pour les commenter et la discussion continue sur les réseaux sociaux. Mais je voulais juste vous signaler, et on fera que 2 escales aujourd'hui. Donc voilà, celle de la Zambie et celle du Kenya, pour dire on est vraiment en train d'assister à un nouveau phénomène, le syndicat des modérateurs de contenu, parce que c'est une industrie qui se rend compte des ravages dans la société qu'elle est en train de causer, à savoir obliger des êtres humains à écouter, à visionner et finalement à regarder des abus de tout genre, et ce, à longueur de journée. Voilà un peu les grandes lignes de discussion sur lesquelles je voulais commenter avec vous. Ça touche à la bistec, les amis. Il s'agit du développement de l'Afrique, il s'agit de la souveraineté de l'Afrique, les amis. J'attends vos commentaires, j'attends vos critiques, j'attends vos avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de s'arrêter ici aujourd'hui pour commenter. Moi, je vais vous prendre congé et on se retrouve la semaine prochaine, le week-end prochain, très probablement, pour d'autres contenus. Ce sera probablement un parti pris congolais où nous allons aller vraiment dans un deep dive congolais, ou ce sera même les deux. Je pense que si les conditions le permettent, je ferai un parti pris africain comme ça, une tournée africaine comme ça le samedi, et puis on fera un parti pris congolais le dimanche, ou l'inverse. On va voir, mais en tout état de cause, on commente, on s'abonne, on reste ensemble, les amis. Abonnez-vous massivement, partagez, et si vous vous êtes arrêté ici aujourd'hui, entre guillemets par accident, et bien maintenant, vous savez où on se trouve. Activez la petite clochette pour recevoir les notifications, et ensemble, essayons un tant soit peu d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr JP Mouka, et avec ceci, les amis, je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Chap chap.